Le 17 octobre 1936 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film américain Sous deux drapeaux, Under Two Flags. Notons également que François Vineuil signait un deuxième article sur ce film paru dans l'Action française du 27 octobre 1936. Nous écoutons l'article paru dans Je suis partout, texte intégral. La Légion étrangère vue par les Américains. Les Américains sont vraiment déconcertants. Ils font sur eux-mêmes, sur une de leurs petites villes de l'Ouest, sur une de leurs fermes ou un de leurs policiers, des films de la vérité la plus aiguë, des chefs-d'œuvre cocasses ou tragiques d'observation. S'agit-il de l'ancien monde, qui malgré tout garde une place encore considérable dans leur scénario? C'est à croire qu'il est aussi loin d'eux que les Médès et les Chaldéens. Lorsque l'Angleterre entre en cause, Hollywood fait un effort d'exactitude, du reste très inégalement récompensé. Mais lorsque c'est au tour de la France, ah pauvre, pauvre de nous! À croire qu'en Californie, on le fait exprès, ce qui est du reste la seule explication plausible. Il y a à Hollywood trop de talents, trop d'hommes intelligents pour que l'on ne pût pas, si on le voulait, élaguer de ces histoires les insanités les plus criantes. Mais il faut sans doute que ces films répondent à l'idée que peuvent avoir de nous les naturels du Montana et de l'Arizona. Il ne serait pas commercial de leur ôter leur illusion. Il est une institution française qui périodiquement excite l'imagination des Américains, c'est la Légion étrangère, mais ils se refusent à connaître une autre documentation que les images où nous découpions jadis des armées entières avec des artilleurs à plumées rouges, des turcos guettrés de blanc et turbanés de vert, des généraux au dolman d'Astrakhan caracolant dans des prairies d'un inexorable vert épinard. On craint fort que le soldat français soit à jamais pour les Yankees un capitaine Bravida avec des moustaches cirées de 60 cm et un képi à 3 étages. En tout cas, Sous deux drapeaux, le dernier né de leur film sur la Légion, nous ramène au temps bien heureux où le cinéma reconstituait pour ses actualités, dans une cour de Vincennes, les attentats contre le tsar avec un fiacre et une boîte à sardines figurant la bombe. Une douzaine de croquants passés au brou de noix et qui font le tour d'un chameau mélancolique nous enjoignent de nous croire dans le sud oranais. Une clique invisible, et fort bonne ma foi, sonne le refrain célèbre de la Légion. Un bataillon est caserné par là. Apparition de la mascotte du bataillon sous les traits de mademoiselle Claudette Colbert. Mademoiselle Colbert est une Parisienne authentique. Elle peut jouer avec un charmant naturel les dactylos, tels qu'on les rencontre par dizaines de milliers entre Saint-Lazare et Richelieu-Drouot. Mais que les mannes de la Mauricière nous pardonnent, on a déguisé cette fois-ci mademoiselle Colbert en zouave pontificale. Rien n'y manque. Ni la culotte bouffante, ni la ceinture, ni surtout le képi à couvre-nuque que cette charmante enfant s'est plantée comme un bibi sur l'œil gauche. Couleur locale, la jeune zouave, doit-on dire zouavette, est tenancière du cabaret de l'endroit. Il faut que nous nous sentions bien dans les bas-fonds où les aventuriers en uniforme viennent se verser l'oubli à grands coups de mauvais rhum. Aussi, mademoiselle Claudette Colbert est-elle experte au lancer du poignard. Il frôle en sifflant les oreilles des sous-officiers assez fats pour mépriser les avances de cigarettes, car on avait oublié de dire que, pour plus de couleur locale encore, mademoiselle Claudette Colbert se nomme cette fois Cigarette. Cigarette entre sans frapper et en bousculant le planton dans les bureaux des officiers supérieurs, et les officiers supérieurs se traînent à ses pieds avec des larmes dans la voix. Ils la prennent sur leurs genoux et la bercent, toujours dans leur bureau, en face de la situation rapport et de la carte d'état-major. L'un d'eux, tout au moins, qui est le chef du bataillon. Il a pour Cigarette une passion dévorante, mais Cigarette l'appelle « grand bébé » et ne consentira au mariage que lorsqu'il sera nommé lieutenant-colonel. Sic. Il est bon de dire que cet officier, joué par le brave McLagan, a exactement un physique de déménageur. Le colonel, lui, doit être un ancien choriste d'un opéra de province qui a perdu sa voix et s'est fait camelot à la sauvette.
Quel aimable séjour que cette légion, et comme l'on regrette de n'avoir pu jadis y tirer ses 18 mois. Les caporaux tapent sur l'épaule du commandant, discutent avec lui, les mains dans les poches, le plan des opérations, envoient le colonel chercher la clé du champ de tir pour lui enlever son flirt, et font sauter le mur à cette demoiselle, à la suite de quoi ils sont nommés sergents. Les revues de détail sont passées dans les chambrées par de délicieuses personnes en mousseline vaporeuse qui rectifient du bout de leur ombrelle l'alignement des godillots. Mais voyez comme le monde est mal fichu. Cette exquise bonhomie n'entraîne que des tragédies insondables. Monsieur McLaglen est nommé lieutenant-colonel et Cigarette méprise ses 5 gallons pour la sardine du sergent Victor, préposé aux fonctions de Don Juan, une planque épatante, à la 14e compagnie et lord anglais dans le civil. Tellement lord anglais que son valet de pied s'est engagé avec lui pour astiquer sa gamelle et décrasser son Lebel modèle 86. Mais le sergent Victor a reçu le coup de foudre à la dernière revue, quand l'adorable inspectrice a visité son pactage, et il emmène incontinent cette haute dame passer la nuit en robe de lamets et souliers de bal dans les oasis. On vous prie de croire que ça fera du vilain, et que vous verrez pour finir des choses terribles. Cigarette, chargeant à la tête d'un régiment de chasseurs d'Afrique, et des nuées de bédouins qui jouent au football avec la tête de leurs prisonniers. Mais heureusement, le chef de ces bédouins a été élève à Oxford en même temps que le sergent Victor. Et le sergent Victor, qui s'est introduit dans sa tente subrepticement, le persuadera qu'une armée britannique envoyée de Londres au secours de l'Algérie va lui tomber sur le poil, ce qui trouble ce caïd dans son cœur et lui fera perdre la bataille. Il y a des messieurs d'âge mûr, cossus et ne portant pas les apparences du gâtisme, qui suivent ces aventures gravement, sans marquer le moindre supplice. Étonnez-vous, après cela, des succès des journaux qui racontent à nos contemporains, dans le style que l'on sait, la campagne d'Abyssinie ou la bataille pour Madrid.